Bonjour à tous, bienvenue. Je suis ravi de vous retrouver, comme je vous ai dit, pour ce live spécial Imbolc. Alors certains se diront, mais qu'est-ce qu'Imbolc? Eh bien, on va le voir dans quelques minutes. Que vous dire si ce n'est qu'il y a le groupe dans lequel vous pouvez vous inscrire, bien évidemment, le groupe Facebook. Vous allez sur le site et vous inscrivez sur le groupe. Alors, je ne vous dirai pas les histoires de pouces bleus, etc., tout ce genre de trucs. Vous faites ce que vous avez à faire. Si vous aimez, et ce qui m'intéresse et ce qui m'importe le plus, c'est surtout vos commentaires et que vous me disiez ce que vous ressentez, les sujets que vous aimeriez que je traite sur ces prochains lives. Donc, comme je l'ai promis la fois précédente, qui était le live de mercredi dernier consacré à l'influence, j'ai eu d'ailleurs reçu beaucoup de commentaires, beaucoup de questions. Apparemment, c'est un sujet qui passionne et effectivement, comme c'est un live qu'on va faire en 3 ou 4 parties, parce qu'il y a beaucoup à dire, vous aurez la prochaine partie au prochain live qui sera probablement mercredi prochain d'ailleurs. Donc, un live entre assez particulier puisqu'il va être consacré à Imbolc. Donc, qu'est-ce qu'Imbolc, allez-vous me dire? Pour certains, d'autres le savent déjà. Imbolc, c'est la période d'aujourd'hui, c'est ce que l'on va fêter ce week-end. Vous vous rappelez qu'on a longuement parlé il y a quelques mois, quelques mois, même un mois et demi à peu près, puisque c'était mi-décembre. Donc ça fait pas un mois et demi, ça fait un peu moins. On a parlé du solstice d'hiver, qui s'appelait Yule, et qui était l'occasion de fêtes, de festivités et du rituel très particulier. Et là, on n'a pas de solstice, là, bien entendu, qui arrive. La prochaine cérémonie, je dirais, du genre astronomique sera un sabbat d'équinoxe, qui sera l'équinoxe de printemps, qui s'appelle Ostarat. Donc, entre les deux, il va y avoir une période clé, une période charnière, une période assez particulière. Donc, en même temps que vous avez Halloween, qui est entre deux événements astrologiques importants, pas rentrer dans tous les détails, sinon on s'en sort plus, vous allez avoir aujourd'hui ce que l'on appelle Imbolc, qui va être l'élément entre l'hiver et le printemps. Donc le solstice d'hiver et l'équinoxe de printemps. Et c'est une période très spéciale qui va se situer sur ce qu'on appelle la roue de la vie, que je vais vous montrer là. Et on va voir ici, tout en haut, vous avez Yule. J'essaie qu'on le voit bien dans la caméra. Voilà, normalement, si je mets la pointe tout en haut, vous avez Yule. Et à côté, dans l'ordre, eh bien, vous allez avoir Imbolc. Et vous verrez qu'ici, on a Ostarat, qui est bien entendu le printemps. Donc, pourquoi cette période est très particulière? Parce que c'est ce que l'on va appeler un sabbat majeur, donc une fête majeure. Contrairement à ce qu'on croit, beaucoup de gens pensent que les sabbats païens de paganisme, de fêtes celtiques sont majeurs lors des solstices ou des équinoxes. C'est bien pas du tout. Les solstices et les équinoxes sont des sabbats, donc des fêtes mineures, bien qu'elles soient très puissantes, et entre, on a des sabbats majeurs. Donc, Imbolc va être un sabbat majeur. Alors, il y a plusieurs appellations, on verra ça un petit peu plus tard, on peut appeler ça Imbolc, Imbolg. On a vu que Yule, qui était donc l'hiver, l'arrivée de l'hiver, le solstice d'hiver qu'on a fêté en décembre. On a vu que Yule était une période très propice pour communiquer avec des élémentaires, donc des éléments de nature. On avait vu auparavant que Samhain, donc l'équivalent d'Halloween, un jour avant Halloween, était une période très propice pour parler, pour communiquer avec les défunts ou les autres plans, mais qui ont eu une existence avec nous sur cette planète. Eh bien, on pourra dire que Imbolc n'est pas une période de ce côté-là particulièrement propice à la communication avec des éléments extérieurs. Ça sera plutôt une communication avec les éléments intérieurs. Ça va être assez particulier. On pourrait dire que chaque sabbat, chaque période va avoir une caractéristique en termes de communication. Et là, on est dans la communication intérieure. Donc, Imbolc commence quand? Imbolc va commencer le 1er février, donc samedi, et plus particulièrement dans la nuit du 1 au 2 février. Donc, dans la nuit du 1er
février au 2 février, vous entrerez dans la période d'Imbolc. On verra aussi plus tard, enfin tout à l'heure du moins, que ça a été accaparé par l'Église catholique, comme d'hab, pour faire la chandeleur. Mais on va voir un petit peu pourquoi, ça on rentrera dans ces détails tout à l'heure, avant de parler des rituels. Et c'est justement une période extrêmement propice à certains rituels extrêmement particuliers et, j'allais dire, extrêmement particuliers et particulièrement efficace et intéressant en termes d'introspection et de divination. Parce que voilà, Imbolc est vraiment une période qui est très propice à travailler sur soi et à l'intérieur de soi. Quelque part, c'est un petit peu logique. On sort d'une période d'hiver, de Yule, qui est une période divinatoire de communication avec des élémentaux, mais aussi une période très introspective où on fait quelque part le bilan, on fait un bilan de tout ce qui s'est passé, on est au froid, donc à l'extérieur, donc on reste au chaud à l'intérieur, on ne sort pas trop, on n'a pas trop d'activités externalisées, on a surtout des activités intériorisées. On est devant la cheminée symboliquement et on médite sur le feu. On laisse le regard vague comme dans l'horizon sur les flammes et on laisse se transformer en soi, on laisse les pensées passer, donc une forme de méditation qui va nous amener à une introspection, qui va nous amener à des prises de conscience. Et justement, Imbolc va être le moment de mettre ces prises de conscience sur la table. C'est donc vraiment la communication avec soi, c'est dans ces prises de conscience se dire ok, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je jette. C'est pour ça que Imbolc va être aussi une période particulière de nettoyage. Et ça, on va y revenir dans le cadre des rituels. Les mots qui seraient pour Imbolc sont planter, planter une graine, planter des graines, planifier, purifier. Et dans le mot planifier, il n'y a pas simplement planifier intellectuellement, mais planifier à l'aide de divination. Donc on a dans Imbolc la divination et la planification, la projection dans le futur. On a dans planter la graine et on a aussi la notion de nettoyage et de début de purification. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit concernant les contacts avec les élémentaux et tous ces éléments-là de nature. On peut en avoir, bien évidemment, comme on peut avoir des contacts comme à Samhain pour des esprits décédés, mais ce n'est pas la meilleure période. En revanche, les contacts que vous risquez d'avoir avec les élémentaux et les élémentaires dans la période d'Imbolc seront des contacts assez particuliers parce que vous aurez des élémentaux jeunes, régénéré, jeune, donc souvent facétieux, souvent instable, souvent particulier. Hein. Voilà pourquoi je ne conseille pas spécialement d'aller dans le contact avec les élémentaux à ce moment-là. Travaillez plutôt sur vous-même. Sur ce live d'Imbolc, on va balayer 2 rituels particuliers. Un rapide, simple, un moins simple et plus complet. Je vous donnerai peut-être, si je vois que je suis en avance sur le temps, je vous donnerai peut-être un 3e rituel qui peut être aussi assez intéressant. Alors, si on revient à Imbolc, qui se passe entre le 1er et le 2e février, ça peut être confondu aussi avec la chandeleur. Alors, chandeleur, on voit bien que dans candle, chandeleur, chandelier, on voit bien qu'il y a un lien avec les bougies. Effectivement, la chandeleur a été, je dirais, imposée par l'Église catholique parce que c'était le 40e jour après Noël, donc la présentation de Jésus au temple, et c'est aussi le 33e jour de l'année, normalement. Enfin, c'était comme ça avant, mais très souvent, c'est le 33e jour de l'année en cours. Voilà. Cette fête a remplacé 2 fêtes qui étaient les fêtes romaines de février, hein, qui ont donné d'ailleurs le mot février, et des fêtes qui ensuite étaient aux alentours du 13 février, 13-14. On voit qu'on n'est pas loin de la date de la Saint-Valentin. C'est assez intéressant d'ailleurs, qui seront les Lupercales, les fêtes de Lupercalia, les fêtes, les fameuses fêtes Lupercales. Donc les fêtes de février s'appelaient les fêtes de Februalia, hein, fêtes de Februalia qui donneront le nom février, et qui étaient des fêtes pendant lesquelles les gens couraient dans les champs avec des flambeaux pour symboliser cette lumière renaissante. Parce que quelque part, Imbolc, c'est l'arrivée de la lumière. Et c'est pour ça que on va voir que dans Imbolc, la chandelle, la bougie est très importante, très intéressante et particulièrement parlante. Parce que cette bougie, c'est la petite lumière qui flotte
dans l'espace. C'est la petite lumière qui apparaît dans les ténèbres. Et c'est ça le symbole d'Imbolc. C'est ce soleil qui commence à revenir. On n'est pas encore dans le soleil pur, mais on est dans une petite lumière. Et cette lumière va être symbolisée par la bougie. C'est pour ça qu'au cours d'Imbolc, eh bien, on va toujours travailler avec des bougies. Et c'est même une période où on va pouvoir consacrer des bougies et consacrer des objets. Voilà, Imbolc, c'est aussi une période de sacralisation et de consacration d'objets rituels. Ce n'est pas la période de préparation des objets, qui est la période justement de Yule, mais c'est la période où on va les consacrer. On va leur donner cette nature, je dirais, magique et sacrée, consacrée, les rendre sacrés. C'est aussi une des caractéristiques d'Imbolc. Donc, pour revenir sur l'historique, on avait ces fêtes romaines qui, d'ailleurs, n'étaient pas romaines à la base, qui étaient étrusques. Donc, les Romains, vous savez, ont beaucoup accaparé de choses, ont beaucoup récupéré. Et les Étrusques, avant l'expansion de l'Empire romain, avaient ces fêtes du type, effectivement, que les Romains appelleront après les Lupercales et les fêtes de février. Donc, c'est Lupercales qui commence à partir du 13-14. Pourquoi c'est assez intéressant que ça soit relié à la Saint-Valentin? Parce que deux dieux romains y sont consacrés. Le dieu, la déesse, je dirais, Junon, qui représente le principe féminin, mais surtout un autre dieu, un diablotin, un espèce de faune, quelque part, qui va être le dieu Faunus, qui ressemble énormément au dieu Pan et qui est souvent confondu avec le dieu Pan. C'est à l'opposé de Junon, qui est le principe de la féminité contrôlée, Junon protégeant quelque part, protégeant les femmes. Hein. Vous avez le dieu Faunus qui est un dieu très puissant, un dieu très sexuel, un dieu très brut, brut de pomme, c'est un dieu très sauvage. On prend souvent l'exemple que le dieu Faunus va par exemple protéger les brebis des loups, mais il doit aussi protéger les loups des humains. Et à côté, Junon, donc qui va être beaucoup plus absorbante, féminine, protectrice. C'est intéressant de voir que, quelque part, Faunus est quand même fêté à la Saint-Valentin. Ça veut dire ce que ça veut dire, mais bon, on va revenir aux origines qui seront sûrement moins commerciales, mais plus vraies. Et donc, cette chandeleur qui représente effectivement la présentation du Christ au temple, va aussi représenter cette lumière par la chandelle, devant les bougies, cette lumière qui est naissante. Et ce n'est pas pour rien qu'on fait des crêpes. On fait des crêpes rondes et jaunes pour représenter le soleil qui arrive. Donc c'est une manière d'appeler le soleil que de faire ces crêpes. De la même manière qu'à Yule, on mange la bûche de Noël, enfin du moins à Noël, on mange la bûche de Noël, qui est en réalité la bûche de Yule, que l'on a fait brûler dans le rituel pour exaucer les souhaits et surtout se débarrasser de tout ce dont on voulait se débarrasser à la fin de l'année, puisque Yule, c'est le départ de la nouvelle année au niveau solstice. Ce n'est pas censé être le 31, mais en paganisme, c'est à Yule, le début de l'année. Hein. Intéressant de voir aussi que pour les Romains, l'année, elle, ne commençait pas comme nous le 31 décembre, enfin le 1er janvier du moins. Elle ne commençait pas le 21 ou le 22 décembre comme pour les païens, les paganistes, les Wiccans. Elle commençait en février, aux alentours du 12-13 février. En quelque sorte, toutes les fêtes de février, les februalia, étaient destinées à nettoyer, purifier, pour passer à la nouvelle année qu'on commençait à fêter avec les Lupercales. On va retrouver aussi ça de manière assez intéressante dans le Nouvel An chinois, qui est souvent le deuxième pleine lune après le Nouvel An. Et bien souvent, les fêtes du Lupercal, si on faisait le calcul, tombaient au niveau du Nouvel An chinois. Voilà, ça c'était le calendrier romain qui démarrait l'année au Lupercal. Et donc toutes les fêtes qui précédaient le février étaient là pour se purifier, pour se nettoyer et faire en sorte de recommencer une année propre avec plein de nouveaux projets. Et c'est ce qu'on va voir dans Imbolc. Alors Imbolc, c'est aussi dédié à la déesse Brigide. Voilà, la déesse Brigide qui va prendre beaucoup de formes, qui va être la déesse mère, une déesse très très puissante chez les païens. On pourrait la représenter sous la déesse terre-mère, qui a à la fois les trois aspects de la femme vierge, de la femme génitrice et de la femme vieillissante et mourante. Elle est aussi la protectrice de la flamme sacrée et la flamme éternelle, et elle est aussi la déesse du puits sacré.
Et lorsqu'on l'invoque, par exemple sur des gros rituels d'Imbolc, on va l'appeler déesse du puits sacré, déesse de la flamme éternelle ou déesse mère. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, selon les Irlandais, et ça c'est une anecdote qui va plaire à certaines, selon les Irlandais, elle est aussi l'inventrice, je ne sais pas si on dit, on va dire l'inventeur ou l'inventrice, du sifflet en tant qu'arme de protection pour les femmes. C'est sous l'égide de la déesse Brigide, pas Brigitte, hein, Brigide avec un D, que les femmes ont commencé à utiliser le sifflet comme arme de protection, ce qui va ravir, je pense, tous les membres de la secte des mythos-mythos, qui vont dire « Oh là là, ça y est, Brigitte ». Ouais, Brigitte, femme très puissante. Et si on revient dans tout ce qui est gaélique et celtique, on va voir que les femmes jouent un rôle extrêmement puissant, bien plus puissant que les hommes, contrairement à ce que l'on peut croire. Alors, il y a aussi dans cette fête qu'on appelle Imbolc avec un C ou Imbolg avec un G, on l'appelle aussi Wamlek. Mais c'est une fête qui va être liée à quelque chose qui m'est cher, vous le savez, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, c'est le 2 février, la fête des petits nérissons. C'est-à-dire que c'est devenu aux États-Unis, ça fait longtemps que je n'en ai pas ramené des nérissons, c'est devenu aux États-Unis la fête de la marmotte, et en réalité, depuis les Romains, c'est la fête du hérisson. Et pourquoi le hérisson? Tout simplement parce qu'on disait que à Imbolc, si, lorsque le hérisson sortait, il avait la possibilité de voir son ombre, ça voulait dire qu'il commençait à faire soleil, et bien qu'en réalité, le printemps serait tardif. En quelque sorte, un beau temps dans la période d'Imbolc, et c'est ce qu'on peut redouter nous là en ce moment dans le sud, parce qu'on a eu aujourd'hui une superbe journée, on se serait cru au printemps, veut dire que le printemps mettra du temps à venir. Donc, le jour du hérisson, et était ça. Il y a eu aussi chez les Égyptiens le jour du serpent, qui était un petit peu pareil, mais c'est très vite devenu le jour du Tenrek, qui est le hérisson égyptien. Les Américains, qui ont voulu tout américaniser, n'avaient pas de hérisson sympathique sous la main, alors donc ils ont pris la marmotte. Et c'est devenu le jour de la marmotte. Et pourquoi on sait que c'est le jour du hérisson? Bon, parce qu'on a les textes romains là-dessus, mais aussi parce qu'il y avait un vieux proverbe qui disait « Imbolg », Day of Hedgehog. Imbolc, le jour du hedgehog. Il y avait un autre proverbe aussi qui disait Imbolc, c'est la moitié du stock. C'était, voilà. Pourquoi? Parce que à Imbolc, à l'époque, les paysans, les agriculteurs, les gens qui vivaient dans la campagne, devaient ne pas avoir dépassé la moitié de leur stock de fourrage pour l'hiver s'ils voulaient pouvoir assurer jusqu'au printemps. Donc, la moitié du stock devait être à peine atteinte, sinon c'était très très mauvais signe. Donc, le hérisson est bien évidemment un animal totem de Imbolc. Vous y retrouverez aussi le mouton, qui est un animal totem, et les rouges-gorges. Les rouges-gorges, charmants petits oiseaux, pour peu que vous ayez la chance d'être dans un endroit où vos campagnes ne sont pas hantées la quasi-totalité de la semaine et le week-end par des ivrognes ataviques armés de fusils, qui, pour combler, je dirais, leur manque de virilité et d'intelligence émotionnelle, et d'intelligence tout court d'ailleurs, pensent que tuer tout ce qui bouge et même ce qui ne bouge pas est une manière de montrer leur virilité. Bon, ça c'est le comble de la dégénérescence mentale, et c'est vraiment de prendre plaisir à la mort. Et je sais que je suis dur dans ce que je dis, mais je pense que si on nettoyait nos campagnes de ces ivrognes ataviques, ça ferait beaucoup de bien. Il n'y a pas de bon et de mauvais chasseur. Un bon chasseur est un chasseur mort. Ça c'est très clair. Je suis anti-chasse à fond comme je suis anti-corrida, et je le montre. Et si je ne me fais pas d'amis en disant ça, je m'en tape, parce que des amis comme ça, j'en veux pas. Et on va pouvoir passer, je pense, au rituel, si vous le voulez bien. Vous aurez besoin de cartes de tarot pour votre autel. Alors, la nappe pour Imbolc est souvent une nappe noire. Pourquoi une nappe noire sur l'autel pour Imbolc? Tout simplement parce qu'elle représente la nuit, et cette nuit va être éclairée par la bougie. Donc, pour bien faire la différence entre les ténèbres dont vous êtes en train de sortir et la lumière vers laquelle vous montez et à laquelle vous aspirez, eh bien, on mettra une nappe noire. Et vous pourrez utiliser 3 cartes de tarot qui seront l'impératrice. Et on peut comprendre l'impératrice tout simplement parce que c'est la lame 3, c'est-à-dire qu'elle suit la papesse en lame 2, la papesse qui est la gardienne des portes du temple, on le voit aux 2 colonnes qu'elle a dans son dos. On a la papesse, qui est quelque part l'adolescente, l'énergie bouillonnante, l'hypercréativité, mais l'hypercréativité sans expérience, sans plan derrière. Elle ne connaît pas les plans.
l'impératrice. Mais elle est bouillonnante. C'est le moment où tout peut basculer. C'est l'adolescence. Elle peut aussi bien se donner les bonnes bases pour réussir sa vie, comme vraiment la planter complètement. C'est l'adolescente. Après, pour Imbolc, vous avez la lame sans nom, que certains appellent la mort, qui est censée être la lame sans nom. Et là, elle signifie la renaissance, le renouveau, hein, quelque chose de nouveau, la renaissance. Et ensuite, vous avez l'impératrice, je pense qu'on la voit bien, pardon, l'impératrice qu'on a vue, vous avez l'étoile, excusez-moi, qui va représenter ce point de lumière dans le ciel. Ce n'est pas encore le soleil, qui serait la lame qui suit. Enfin, il y en a deux. Après, il y a la lune et le soleil. Enfin, c'est donc l'étoile, ce point dans le ciel qui va éclairer, qui montre que la lumière revient. Donc, on a effectivement l'impératrice, normalement, la lame sans nom, je ne les vois pas en même temps, et normalement, on a l'étoile. Voilà les trois lames que vous utiliserez. Alors, après, si vous voulez utiliser des cristaux, parce que vous savez que les cristaux sont très puissants, et je vous rappelle qu'on a une de nos expertes qui fait de super élixirs de cristaux. Plusieurs en ont commandé, ils en sont très contents. Si vous avez besoin d'élixirs de cristaux pour concentrer les capacités, les pouvoirs des cristaux, n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires et vous trouverez son adresse, l'adresse de Laura, dans le groupe. Donc, les cristaux. Deux cristaux que vous allez pouvoir utiliser pour Imbolc, qui sont la turquoise, une jolie pierre bleue, je n'en avais pas là sous la main, et l'améthyste. L'améthyste, quelque chose à forme. Alors que ce soit une forme classique d'améthyste cristallisée, hein, comme celle-là par exemple, une améthyste classique. Rappelez-vous que l'améthyste, c'est quand même une des pierres les plus courantes, donc vous en trouverez facilement. Vous pouvez l'utiliser comme ça, vous pouvez l'utiliser non cristallisé, votre améthyste, en bloc brut, comme ça. Oui, ça aussi étonnant que ça paraisse, c'est une améthyste, mais c'est une améthyste dont les cristaux ne sont pas travaillés pareil, elle n'est pas cristallisée de la même manière. Hein, c'est plutôt un bloc brut. On peut s'en servir pour faire un élixir de ça, par exemple. Ou alors, l'améthyste que moi je vais personnellement utiliser et préférer est une améthyste un peu particulière, beaucoup moins commune. Si je vous la montre de près, c'est une améthyste dite améthyste rutile, qui contient donc des filaments de titane à l'intérieur, de rutile, qui est un dioxyde d'ailleurs, un dioxyde de titane, et qui donne des possibilités, des capacités à l'améthyste, et d'ailleurs au quartz, et à tout ce qui a du rutile dedans, du vrai rutile, du rutile de titane, extrêmement puissante. C'est une espèce de filament doré, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, j'espère. C'est une espèce de filament doré qu'on appellera aussi cheveux d'ange. Certains lithothérapeutes appellent ça cheveux d'ange. Mais le vrai nom, c'est rutile ou dioxyde de titane. Voilà, c'est les pierres que vous allez pouvoir utiliser. En termes d'alimentation, qu'est-ce que vous choisissez pour vos repas d'Imbolc? Des fruits secs, des pommes de terre, de la patate douce éventuellement, des légumes en pickle, c'est-à-dire cuits dans le vinaigre, hein, ou au sel. On y retrouve les anciennes techniques de conservation des gens qui n'avaient plus de légumes en hiver et qui, dès la fin de l'été, commençaient, même de début de l'été, commençaient à préparer leurs réserves. Donc là, ils sont sur leurs réserves. Donc symboliquement, c'est des légumes dans le vinaigre, des pickles, ou alors des légumes au sel. Vous avez donc pas de pommes de terre, patates douces, des graines à peine germées ou pas germées, des fruits secs, oléagineux, bien évidemment, donc noix, noisettes, amandes, tout ce qu'on aurait pu manger à l'époque, alors qu'on n'avait pas encore de supermarché et qu'on devait être sur les réserves de choses qui pouvaient avoir tenu jusque-là. Voilà ce qui explique pourquoi Imbolc chérit cette alimentation-là. Voilà. Après, au niveau des parfums, vous allez pouvoir utiliser, si vous voulez mettre des huiles essentielles, vous utiliserez de la cannelle, qui nous restera de Yule, vous utiliserez du cèdre, vous utiliserez de la menthe poivrée et vous utiliserez du styrax. On en trouve assez rarement du styrax, c'est moins connu que les autres, mais voilà les huiles essentielles que vous pourrez utiliser pour vos rituels d'Imbolc. Jaune, rose, vert clair et blanc seront les couleurs que vous allez utiliser si vous utilisez des bougies ou des objets pour votre rituel et vos rituels de Imbolc. Le premier rituel va être un rituel dit de kéromancie ou de séromancie. On peut employer les deux termes. Et bon, kéro, on ne va pas très bien comprendre, mais séro, on comprend un petit peu mieux que c'est relié à la cire. Donc, ça va être un rituel divinatoire pour essayer d'avoir une réponse sur quelles sont les bonnes directions à prendre. Parce que je vous rappelle que Imbolc, on a vu que c'était de la guérison,
on a vu que c'était donc de la purification, on a vu que c'était de la consacration, on a vu aussi que c'était planter de nouvelles graines. C'est le moment où on plante de nouveaux projets, où on prépare de nouvelles choses. Et c'est assez intéressant aussi de voir que dans le rituel et dans la symbolique d'Imbolc, le nettoyage et la purification qu'on fait, c'est un nettoyage interne, personnel, mais ce n'est pas le nettoyage de printemps. Par contre, vous allez nettoyer. Alors, il y a deux manières de nettoyer. Vous allez vous nettoyer vous-même, quelque part, par des pratiques, ça peut être du jeûne un petit peu, ou des choses comme ça, ce qui s'explique à l'époque où les victuailles les réserves commençaient à bien descendre, donc on commençait des fois à avoir serré un peu la ceinture avant l'arrivée du printemps, parce qu'il restait plus beaucoup, et il y avait encore de longs jours, donc un petit peu de nettoyage, mais aussi le nettoyage pour d'autres personnes. Je m'explique, Imbolc est un moment où on doit travailler la bienveillance, travailler l'aide et l'assistance. Ce qui veut dire qu'Imbolc va être le moment où vous allez vous déplacer dans la maison de personnes âgées, symboliquement, hein, qui ne peuvent plus faire ce nettoyage de printemps, de personnes en situation de handicap aussi. Et vous allez, par exemple, nettoyer leur appartement, si vous voulez faire ou les aider à faire leur tri de printemps un peu avant le printemps. Parce que vous, au printemps, vous ferez le vôtre. Donc, c'est une manière de faire ce nettoyage. Et c'est un petit peu symboliquement comme si on se nettoyait de toutes les mauvaises actions qu'on avait faites en faisant de bonnes. Alors ça, c'est effectivement très judéo-chrétien, hein, compenser le mal par le bien, sur une espèce de balance. C'est pas très karmique, mais c'est plutôt judéo-chrétien. Mais c'est ça la symbolique. On va faire le nettoyage chez les autres qui en ont besoin, parce qu'ils ne pourront pas le faire, pour précéder le nôtre. Ça peut être aussi le nettoyage d'un jardin en commun. Enfin, tout ce qui est communautaire, tout ce qui est aide à des personnes qui auront des problèmes, qui sont en situation de handicap ou avec l'âge, eh bien, c'est aussi du nettoyage au niveau de Imbolc. Ce premier rituel va être destiné à vous aider à prendre une décision en vous inspirant, je dirais, des auspices. Pour ce premier rituel, vous allez avoir besoin d'une bougie d'anniversaire. Vous avez ces petites bougies comme ça qui dégoulinent de cire dès qu'on les met sur le gâteau. Ça existe encore, hein, pas les grosses avec des numéros, mais ces petites bougies toutes fines qui en général sont dans une petite coupe en plastique, comme des cuticules de fleurs, de manière que ça dégouline pas trop sur le gâteau, mais dès que c'est allumé sur le gâteau d'anniversaire, on se dépêche de les souffler parce que sinon ça nous met de la cire partout. Donc, on va utiliser ça justement. Et dans céromancie ou chéromancie, la divination par la cire, eh bien, vous allez justement avoir une réponse à votre question par la cire. Alors, comment ça va se passer? Vous allez d'abord commencer par découper sur un bout de carton, à peu près de cette taille-là. Hein, il peut faire 15 par 15, 10 par 10, 15 par 15. Vous allez tracer un cercle. Ce cercle, vous allez le diviser en quartiers. Ça peut être 4 quartiers, ça peut être 6, ça peut être 8. En gros, chaque quartier va correspondre à des réponses potentielles à la question que vous voulez poser. Alors, évitez les questions avec juste oui ou non. Hein. Essayez d'avoir des questions avec plusieurs réponses et surtout des questions qui portent sur vos projets futurs et sur ce que vous devez faire, ce que vous devez démarrer. Et donc, sur chaque quartier, vous marquez une réponse. Hein, donc, vous allez avoir une espèce de cercle divisé en quartiers. Et sur chaque quartier, il y aura oui, non, pas tout de suite, le mois prochain, plutôt comme ça, seul, avec un associé, par exemple. Et vous laissez toujours une ou deux cases en marquant autre et une case vierge. C'est pour ça que 6, c'est quand même le minima. Une case vierge qui sera une case de la non-réponse, une case autre qui dit que vous n'avez pas, quelque part, exploré toutes les réponses. Ensuite, vous placez votre carton, si possible, sur une surface un petit peu qui résiste à la chaleur, donc par exemple une assiette noire. Vous placez tout ça sur votre autel avec les 3 cartes de tarot, bien évidemment. Après, vous allez toujours vous mettre face au nord-est. Pour tout le travail d'Imbolc, on est face au nord-est. Rappelez-vous que pour Yule, on était face au nord. Et pour Ostarat, on sera face à l'est. Mais là, on va être face au nord-est. D'accord? Vous êtes donc vous, et puis entre vous et le nord-est au loin, il y a votre autel avec une seule bougie. Cette bougie d'anniversaire, vous allez la placer avec un peu de cire, hein, ou éventuellement avec une punaise en dessous. Hein, vous allez la placer au centre de votre diagramme, de votre carton, hein, qui fait à peu près 10 sur 10 ou 15 sur 15, avec toutes les solutions possibles sur les quartiers. Vous la placez là.
Première étape, vous allez dans votre tête répéter la question. Commencez par une seule question. Vous répétez la question à laquelle vous voulez avoir des réponses. Vous pouvez le faire assis, si vous voulez, et vous conscientisez bien ça. Vous pouvez mettre une musique douce si vous avez envie. Vous conscientisez bien votre question et vous la répétez, vous la répétez, vous la répétez. Quand vous pensez que vous êtes prêt, vous allez avec un briquet ou une allumette, pas avec une autre bougie, puisqu'il n'y en a pas d'autre d'allumée sur votre autel. Vous allez allumer votre bougie. Alors, effectivement, ce n'est pas très courant d'allumer sa bougie de travail ou rituel avec une allumette ou un briquet. Mais ça s'explique d'une manière précise, c'est qu'il n'est pas censé y avoir d'autres bougies allumées sur votre autel, et simultanément, une toute petite bougie comme ça, c'est pas si facile à allumer avec une autre grande bougie, et puis la cire pourrait couler sur votre carton. Ce qui d'habitude n'a pas d'importance s'il y a un bougeoir autour, mais là, comme ce qui va arriver sur le carton va avoir une importance, eh bien, on va éviter d'avoir des cires extérieures. Donc, vous allumez de préférence donc avec une allumette, une grande allumette à cheminée. Vous allumez votre bougie lorsque vous êtes prêt. Et vous pouvez dire dans votre tête, bougie d'Imbolc, apporte-moi la meilleure réponse à ma question. Et à partir de là, vous allez vous concentrer sur la flamme de la bougie. Vous placez vos deux mains sur votre autel, comme ça. Voilà. Autour de la bougie. Et vous allez focaliser toute votre attention, un peu comme si vous faisiez une méditation ou zazen, en pensant à la question, et en essayant d'absorber la flamme et la faire circuler en vous et la redonner à la bougie. Et à chaque inspiration, vous pensez à votre question, à chaque expiration, vous la projetez dans la bougie. Et vous laissez la bougie fondre. Le but est que la bougie fonde intégralement et répande sa cire un petit peu partout sur votre carton. C'est pour ça qu'un bon 15-15, c'est pas mal en termes de diamètre du cercle. Une fois que la bougie est éteinte ou que vous voyez qu'il y a de la cire partout et que la bougie est quasiment en train de s'éteindre, alors seulement vous pouvez enlever vos mains, remercier la déesse d'Imbolc en le disant dans votre tête, 3 fois toujours, déesse d'Imbolc, je te remercie pour tes réponses. Vous la remerciez. Et là, vous pouvez allumer 2 ou 3 autres bougies sur votre autel. Vous allez choisir des couleurs, par exemple, effectivement, blanche, jaune, rose ou vert clair dans vos bougies. Et vous allez regarder où est tombée la cire au niveau de votre petit diagramme. C'est pour ça qu'il est très important de placer la bougie exactement au centre du diagramme, donc au centre du cercle. Et vous allez regarder où est-ce que la bougie est tombée le plus, où est-ce qu'elle est tombée le moins au niveau de la cire, pas de la bougie, où est-ce que c'est tombé le plus et le moins, et interpréter votre réponse. Alors ça s'appellera de la séro ou kéromancie. Il y a une variante là-dessus qui consisterait à prendre la bougie à la main, comme ça, et tout en répétant votre question, avoir placé un verre avec un large fond, si possible, ou un petit ramequin plein d'eau, et vous faites tomber les gouttes de bougie, les gouttes de cire de bougie dans l'eau, et lorsque vous avez fait une dizaine de tours et qu'il y a beaucoup de gouttes qui sont tombées, eh bien vous enlevez la bougie et vous regardez les formes que font les bouts de cire, lesquels sont raccrochés, quel dessin ça fait. Et là, vous pouvez essayer d'interpréter comme on interpréterait des feuilles de thé ou du café. Enfin, on a une interprétation. C'était la séromancie de base, ça. Vous avez aussi le rituel de la graine de feu, qui était un rituel pas facile à expliquer et pas facile à pratiquer bien, et compliqué parce qu'il y a vraiment beaucoup d'incantations à faire. On est presque dans un rituel de magie blanche, là carrément, puisqu'il faut un atamé, donc un couteau rituel, etc. etc. Mais c'est peut-être qu'un jour on parlera de ça, mais c'est un rituel à faire qui est long à faire, qui est long à expliquer. Peut-être que je ferai un post là-dessus en vous donnant le rituel à l'occasion, pourquoi pas dans le groupe. Cette première technique de divination va porter souvent sur une seule question, comme vous avez vu. Vous allez pouvoir faire un deuxième rituel beaucoup plus puissant, qui va être le rituel de divination aussi avec non pas de la bougie,
mais avec de l'encens. Et là, on va parler de libanomancie. Alors, qu'est-ce que la libanomancie? Ça n'a rien à voir avec le Liban, quoique, un petit peu quand même. Ça a à voir avec l'oliban. Alors, qu'est-ce que l'oliban? L'oliban est un arbre qui était sacré dans le sultanat d'Oman et qui fournissait une espèce de résine extrêmement précieuse, qui était la première résine à avoir servi d'encens pour les mages. Et donc, cet oliban, on faisait de la divination avec. D'ailleurs, il était interdit à un profane de pouvoir cultiver de l'oliban. Enfin bon, c'était vraiment un arbre vraiment sacré. Et ça a donné la libanomancie. Donc, on faisait de la divination à partir de l'encens, l'encens d'oliban. Et donc, du coup, maintenant, toute divination à base d'oliban, d'encens, s'appellera la libanomancie. Voilà, il y aura un autre nom que je vous donnerai tout à l'heure. Je ne l'ai plus en tête, je regarderai dans les notes. Mais souvent, on parle de libanomancie, tout le monde, enfin, dans ce domaine-là, c'est souvent ce terme qui est utilisé. Alors, il va vous falloir 3 cônes d'encens, comme ça, hein, pas plus grand que ça. Il vous faudra une nappe noire, il vous faudra une bougie de type veilleuse, mais petite, hein, pas plus haute que ça. Il ne faut pas que ce soit trop haut par rapport au cône d'encens. Voilà. Le début du rituel va quand même un petit peu ressembler au rituel de séromancie qu'on a vu tout à l'heure, le premier. Première étape, vous allez commencer par lister de 1 à 3 questions. 1 à 3 questions concernant vos projets d'avenir. Vous allez disposer en triangle vos 3 petits cônes d'encens. Alors, pour ceux qui sont habitués à utiliser l'encens, vous pouvez aussi utiliser des charbons avec de l'encens dessus. Mais attention, le charbon pour l'encens, ce n'est pas du charbon qu'on utilise pour faire des barbecues de légumes. Hein, c'est des charbons spéciaux pour l'encens qui s'achètent dans des boutiques ésotériques ou de théurgie. Donc, si vous n'avez pas l'habitude de ça, travaillez avec des petites cônes d'encens. Si vous avez l'habitude, vous pouvez utiliser vos charbons avec de l'encens. De préférence, un encens pas trop fort. Et si vous voulez travailler sur 3 encens différents, vous pouvez, à condition de connaître les correspondances de chaque encens, et utiliser des encens en rapport avec vos 3 questions. Vous pourriez très bien utiliser un encens par question. Deuxième étape, vous vous mettez donc face, vous avez préparé ça sur la table, hein, ce n'est pas allumé bien évidemment, et vous mettez votre petite bougie, hein, une petite veilleuse, au milieu du triangle. Alors, le triangle, il va faire à peu près cette taille-là. Voilà, pas plus grand. Hein. Vous voyez, à peu près comme ça. Maximum, 10-12 cm. Hein, c'est pas au millimètre près, mais les écartez pas là, ni les mettez. Voilà, à peu près ça. Voilà, pour mettre la bougie au centre. À partir de là, vous allez vous poser et conscientiser bien vos questions. Vous pouvez aller jusqu'à 3 questions. Ce n'est pas parce que vous avez 3 questions que les 3 auront une réponse. Qu'on soit bien d'accord. Mettez en premier la plus importante, en second la moyenne et en troisième celle qui sera la moins importante parce que vous n'aurez pas forcément le temps d'avoir ces réponses. À votre droite, vous avez votre calepin où vous pouvez écrire. Et un stylo, bien évidemment, ou un crayon, enfin ce qu'il faut pour écrire. Vous restez quelques minutes, vous pouvez mettre une musique douce hein, qui vous va. Hein. Voilà, vous pouvez mettre un CD de texture sonore. Alors, si vous utilisez une texture sonore, vous utilisez Astral ou alors Mindwave 1 pour ce genre de technique. Si c'est de la pure divination, vous pouvez, si vous êtes habitué, utiliser PES2 en CD de texture sonore. Voilà. Donc, vous mettez vos 3 cônes, vous mettez votre bougie, rien n'est allumé pour l'instant. Pour l'instant, rien n'est allumé. Très important. Vous conscientisez bien vos questions. Vous les répétez au moins 3 à 9 fois chacune dans votre tête. Lorsque vous êtes prêt, vous allez à voix haute poser 3 fois votre question. Vous pouvez éventuellement la conscientiser et la dire dans votre tête avec les lèvres fermées dans le cas où vous seriez avec des gens autour de vous, parce qu'on peut faire le rituel à 2 ou 3, à condition donc qu'il n'y ait que 3 questions, une par personne dans ce cas-là. Donc vous conscientisez votre question, si possible vous la dites à voix haute. À partir de là,
avec une allumette, vous allumez d'abord la bougie, puis les 3 morceaux d'encens, ou les 3 charbons. Mais ce sera pour la plupart d'entre vous, je pense, des cônes d'encens. Voilà. Pas des bâtonnets d'encens, parce que ça sera le bazar absolu, on aura partout des petits cônes d'encens. Et rappelez-vous, on les met toujours sur une assiette noire, hein, on ne les met pas directement sur la nappe, c'est une évidence. On les met sur une assiette noire, tout doit être noir. Et si ça peut être mat, c'est encore mieux. Si c'est mat, c'est encore mieux. Et à partir de là, vous allez vous concentrer sur les formes et les volutes que fait votre fumée qui échappe de l'encens. Attendez 30 secondes à 1 minute, le temps que ça se mette en route, hein, les encens. Et là, vous allez avoir de la fumée souvent grise, grise-blanche, gris-bleu, qui va faire des formes et des volutes. Alors bien évidemment, vous avez fermé vos fenêtres, vous avez fermé vos portes, vous n'êtes pas au milieu de courants d'air, parce que sinon, là, c'est pas la peine. Vous faites dans une pièce, si possible, pas avec des courants d'air, mais gardez quand même une éventuelle petite aération si votre pièce est petite, pour ne pas vous retrouver étouffé dans l'encens. Du coup, vous allez interpréter la fumée, un petit peu comme quand on regarde les nuages et qu'on trouve des formes. Vous allez essayer de voir quelle forme elle vous inspire. C'est finalement uniquement un support. C'est simplement un support de divination, finalement. Hein. Une autre personne qui le verra autre chose. Et lorsque vous pensez que la question a eu sa réponse, ça peut prendre un quart d'heure, comme ça peut prendre 3 minutes. Lorsque les formes de fumée sont assez parlantes pour vous, vous notez. Vous pouvez noter sur votre papier, hein, et votre crayon, avec votre crayon, vous notez sur votre papier ce que ça donne. Alors, vous changez de page sur votre calepin, vous fermez les yeux et vous conscientisez la deuxième question. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fois, vous la répétez. Vous réouvrez les yeux et vous faites pareil. Vous interprétez la fumée de votre encens. Toujours pareil, un petit peu comme quand on fait l'interprétation du nuage. Qu'est-ce que ces formes vous disent? Peut-être qu'il vous faudra toute la séance pour avoir des formes qui vous parlent pour une question. Peut-être qu'en 5 minutes, toutes les questions auront eu leur réponse. Hein, ça dépend de vous, ça dépend des choses. Peut-être qu'aucune forme ne vous parlera cette fois-là. Mais rassurez-vous, vous aurez votre vengeance après. Vous allez voir pourquoi. Donc, vous faites ça une deuxième fois, puis une troisième fois. Si éventuellement vous avez une quatrième question qui reste du temps et que les 3 cônes d'encens continuent à fumer, alors vous pouvez poser une question. À partir du moment où un cône s'arrête, s'éteint, même si c'est au début, vous ne reprenez pas votre séance. Vous l'arrêtez, je vais vous montrer comment l'arrêter justement. Mais vous arrêtez le côté divinatoire et vous le referez le lendemain. On peut faire ça, au mieux c'est à la nuit d'Imbolc, mais vous avez jusqu'à la pleine lune suivante. Ça vous laisse quand même vachement de temps pour poser vos questions. Hein, là, ça vous laisse une douzaine de jours au moins pour les questions, donc profitez-en. Donc, vous posez vos questions toujours 9 fois dans votre tête avant de réouvrir les yeux. Vous continuez votre interprétation tant que les 3 cônes sont fumants. À partir du moment où il y en a un ou plusieurs qui s'éteignent, vous ne bougez pas. Vous ne le remplacez pas. Vous allez focaliser votre mental sur la bougie et la flamme de la bougie. Vous oubliez la fumée, vous restez sur la flamme de la bougie. Et là, vous allez passer à la deuxième étape, qui sera dans votre tête de dire « Dieu Faunus, je te demande de m'apporter en rêve les réponses à toutes mes questions. » Vous le conscientisez, vous réouvrez les yeux, vous regardez la bougie et vous répétez « Dieu Faunus, je te demande d'apporter en rêve les réponses à mes questions. » Et vous répétez ça tant qu'il y a un encens qui fume. Rassurez-vous, ça ne dure pas 4 heures. Hein. Voilà. Lorsque les 3 cônes sont éteints, pas avant. Attention, on est dans du rituel. Seulement, vous pouvez éteindre la bougie avec un éteignoir ou avec vos doigts,
On n'éteint jamais les bougies en soufflant dessus, rituellement. C'est une hérésie absolue, parce que ça veut dire qu'on détruit l'élément feu avec l'élément air, ce qui est contre nature, contre théurgie, complet. C'est une aberration en termes de théurgie. On ne souffle jamais une bougie. D'ailleurs, vous verrez que dans tous les rituels religieux, symboliques, il y a toujours soit un éteignoir, hein, ça vous coûtera 3 € à acheter un éteignoir, hein, soit on l'éteint avec les doigts, jamais avec le souffle. Voilà. Vous éteignez votre bougie, vous rangez votre petit matériel, vous vérifiez que tout est bien éteint, on ne laisse pas des choses allumées, et vous allez dormir. Parce que le dieu Faunus a, en plus d'être un dieu très brut, très sexuel, très authentique, très nature, hein, il a aussi un grand pouvoir de divination. Il est connu pour provoquer des rêves. Mais attention, c'est rarement des rêves hyper agréables. C'est souvent des rêves mouvementés, bruts de pommes, des fois cauchemardesques, qu'on soit bien d'accord. C'est pas le rêve, oh, on est bien, c'est le bien-être, tout le monde il est beau. Tout. Non, c'est souvent des rêves marquants, des rêves prégnants, des rêves forts. Et vous lui avez demandé de vous envoyer des rêves forts en réponse à vos questions. On ouvre toujours symboliquement un tout petit peu la fenêtre, au moins un petit peu si vous êtes frileux ou frileuse, un tout petit peu. Si vous n'êtes pas frileux et frileuse et que vous aimez dormir avec une température ambiante assez basse, vous pouvez ouvrir plus la fenêtre. On laisse toujours la fenêtre ouverte pour que Faunus puisse venir vous rejoindre. C'est symbolique, hein, c'est rituelique, on va dire. Et à partir de là, vous allez dormir et vous noterez bien entendu le matin vos rêves. Alors, ça peut arriver sous forme de rêve, ça peut arriver sous forme de synchronicité dans les journées, ça peut arriver sous forme de prise de conscience, comme ça, clac, qui arrive d'épiphanie, de Eureka. Voilà. Et vous pouvez le recommencer, cette même demande, vous pouvez la recommencer devant une bougie tous les soirs, avec vos mêmes questions, jusqu'à la lune d'après. Après, c'est trop tard. La pleine lune qui suit. Donc, après, c'est trop tard. Voilà. Donc, si vous voulez recommencer parce que votre réponse, vous ne l'avez pas eue, hein, ou elle manque de détails, eh ben, le soir, vous prenez la veilleuse qui vous a servi, la petite bougie, vous la rallumez, hein, avec une allumette, et vous allez conscientiser au moins 9-10 fois vos questions, et vous finissez toujours après en disant « Dieu Faunus, je te demande pendant la nuit, s'il te plaît, de m'apporter les réponses à mes questions. » Et ça, toujours 3 fois. Donc, vous conscientisez vos questions 9 fois et vous faites votre demande au dieu Faunus 3 fois de suite. Et si vous n'avez pas de réponse, c'est comme ça. Voilà, il n'y a pas de service après-vente en rituel. C'est comme ça. On n'a pas toujours de réponse. Ça peut être que vous n'avez pas bien posé votre question, bien posé votre réponse. Ça peut être parce que la question, il n'y a pas de réponse. Ça peut être pour plein de raisons. Mais vous verrez très souvent que vous aurez des réponses extrêmement intéressantes. Alors, bien évidemment, j'aimerais que vous me fassiez part de vos expériences en commentaire. Hein, ce serait quand même cool et sympa. Comme vos expériences de Yule, mettez-les moi en commentaire sur le Facebook de la formation ou le mien, Pascal Clermont officiel sur Facebook. Hein, mettez-moi tout ça, qu'on puisse un petit peu suivre, tout ce qui se passe. Faites bien vos bulles de protection, ça fait plusieurs mois que ça bave de plus en plus au niveau des plans, qui se passent des choses de plus en plus bizarroïdes. Et au niveau multidimensionnel, faites bien vos bulles. Ensuite, je vous rappelle que le mentalisme, ce n'est pas des trucs de clown, c'est pas pour épater sa voisine, c'est pour apprendre à être au bon endroit, au bon moment et ne pas être au mauvais endroit, au mauvais moment. Le mentalisme, ce n'est pas ludique, ce n'est pas juste comme ça pour avoir un petit truc en plus, c'est pas pour épater ses voisins, c'est pas pour gagner plus de thunes, c'est pour essayer de se préparer à ce qui nous arrive. C'est une question de survie. Maintenant, d'utiliser à fond ses capacités. Et si on veut aller dans cette dynamique, vous rappelez des règles des 4 lettres. A, comme activisme, c'est pas parce qu'on pense un truc sans rien faire que les autres le feront. Non, si vous avez une volonté, si vous avez une croyance, si vous avez une prise de conscience, vous devez la défendre. Et défendre l'environnement et la nature, c'est pas simplement la prise de conscience. Il y a aussi à agir pour ça. C'est pour ça que le A, c'est pour activisme. B, c'est pour boycott. Boycott absolu de tout ce qui est grande surface, boycott de tout ce qui est produit industriel, acheter dans des petits marchés, acheter des produits bio, boycotter absolument toutes ces merdes qu'on veut nous vous faire acheter, que ce soit dans la croyance que ça nous apportera le bonheur ou pour nous nourrir.
C'est pour consommation raisonnée, bien évidemment, ben on en revient à ça. Donc, acheter un maximum d'occasion. Achetez tout d'occasion. On peut quasiment tout trouver d'occasion. Vous verrez, c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus sympa, et ça évite de produire absolument des milliards de choses qui partent à la poubelle dans les mois qui suivent ou les semaines qui suivent. Et D pour désobéissance. Pourquoi désobéissance? Parce qu'à partir du moment où un gouvernement ou un système est tellement corrompu et pourri qu'il travaille que pour son intérêt, désobéir n'est plus un droit, mais c'est carrément un devoir. Donc la désobéissance qu'on appelle désobéissance civile, où on fait valoir nos volontés, valoir nos prises de conscience dans le pacifisme, mais simultanément dans l'activisme. Je dis souvent que Extinction Rebellion était un très bon mouvement dans ce style-là. Sur ce, je vous remercie. Je pense que le prochain live sera consacré en partie 2, donc à l'influence. Il y a beaucoup de choses à dire sur comment ne plus se faire manipuler, comment ne plus se faire influencer. Ce sera la suite du live de la semaine précédente et ça sera probablement mercredi prochain si je veux respecter mon calendrier. Je vous remercie de m'avoir suivi si longtemps pour ce live qui est exceptionnellement court puisqu'il fait quasiment moins d'une heure. Et oui, pour l'instant, moins d'une heure. Je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je mets demain en ligne la pensée pour votre méditation introspective Theta. Vous regardez sur le site formation, le site Pascal de Clermont ou sur le live de la fois précédente pour avoir toutes les infos pour la méditation introspective Theta. Je vous remercie, portez-vous bien, j'attends vos commentaires, à très vite, à très bientôt et bien entendu, tous les lives seront progressivement retrouvés sur YouTube. À ciao, merci et à bientôt.